arrêt cardiaque d'une personne de 74 ans. Comme c'est un arrêt cardiaque, j'ai pas trop envie de perdre plus de temps. La personne dont disait le camion s'est endormie sur la route. C'est un cas qui peut être sérieux, oui. Il faut essayer de gagner le plus de temps possible. On est quand même plus rapide par hélicoptère. Oui, ça aurait pu se transformer en mort subite. On arrive toujours sur des scènes où c'est des vies qui basculent. On a essayé de rentrer les bêtes, et puis c'est un veau qui a tapé dedans. Comment ça s'est passé? Il s'est effondré d'un coup. Il était sur son fauteuil, il regardait la télé. Attention, écartez-vous. On continue. Aucun visuel sur le pisteur, on fait un 360 et on fait oui, à 30 cm, 20 cm, on touche l'arrière. C'est une vraie plaie qu'il faut explorer au bloc opératoire, donc il ne faut pas prendre pas trop de temps. Il faut qu'on évacue rapidement sur table. Ce monsieur, il débute un infarctus. Ah bah sans hélico, c'est une perte de chance importante, c'est plus possible. J'ai eu beaucoup de chance, je pense, parce que c'est vraiment pas passé loin. Quand j'ai entendu l'hélicoptère, j'ai quand même repris espoir. J'ai dit à l'hélicoptère, ça va marcher. Bonsoir, on les appelle souvent les médecins du ciel. Et chaque année, ils sauvent des milliers de vies. Ce sont les secours en hélicoptère. En montagne, dans les campagnes ou dans les grandes villes, ils sont appelés sur les cas les plus urgents, les accidents les plus difficiles. Et grâce à l'hélicoptère, ils interviennent là où personne d'autre ne peut accéder et plus vite que n'importe quel autre sauveteur. Entre les Pyrénées, le centre de la France et Marseille, embarqués avec ces médecins de l'extrême, voici Urgence dans les airs, les médecins du ciel, un reportage de Guillaume Dumont et Guillaume Comté. Marseille, au petit matin. Hôpital de la Timone. Il est 7 heures. Une équipe du SAMU est sur le point de décoller. Ils doivent intervenir sur un accident de la route qui s'est produit sur une départementale à 60 km de Marseille. En voiture, il faut près d'1 heure pour s'y rendre. Alors, pour secourir les blessés au plus vite, les médecins ont décidé de faire appel à l'hélicoptère du SAMU. L'appareil survole Marseille et se dirige au nord, vers Aix-en-Provence. À son bord, Cécile, 29 ans, médecin urgentiste depuis 5 mois. Pour éviter la circulation, l'hélicoptère est devenu son outil indispensable. Ce jour-là, son temps est compté. Une des victimes de l'accident est prisonnière de la tôle froissée. L'appareil arrive. Il n'a mis que 10 minutes au lieu d'1 heure par la route. Au sol, l'accident semble impressionnant. Les gendarmes ont bloqué la circulation sur la départementale pour que l'hélicoptère se pose dessus. Sur place, Cécile découvre ce 4x4 gris, démoli. Il a été percuté de plein fouet par ce fourgon qui venait en sens inverse. Les pompiers sont à l'œuvre car l'un des passagers de ce camion est toujours bloqué. La victime souffre le martyre depuis 1 heure. Ses jambes sont encastrées dans le tableau de bord. Cécile doit attendre qu'il soit désincarcéré. Il a le genou, le deuxième genou, il faut ici dans le tableau de bord à l'intérieur ici. On va pousser de l'autre côté pour pouvoir le sortir. On a réussi à sortir la jambe de dessous, on l'a débloqué, on l'a dégagé un petit peu, mais on est encore gêné par le genou, le fauteuil est tellement rentré qu'il n'y a que ça de place. Il n'en veut pas, il a trop mal au figure. Quand un médecin du SAMU arrive sur un accident, c'est lui le patron. Cécile doit prendre des décisions en quelques minutes. Cette fois-ci, elle craint que la colonne vertébrale du passager n'ait été touchée. Il sentait au niveau des membres, il sentait ses jambes, il bougeait, il sentait. Non, apparemment, il a pas de douleur au dos quand il y avait un... Je sais pas demander. Excuse-moi, mais tu as vu le tableau. 3 ouvriers étaient à bord du fourgon. Ils partaient au travail. Indemne, le chauffeur a été emmené en garde à vue pour être entendu par les gendarmes. Sur place, ils poursuivent leur enquête pour découvrir les causes de l'accident. Les gendarmes interrogent en ce moment même le 2e passager du fourgon
également sain et sauf. Donc d'après les premiers éléments, la personne qui conduisait le camion s'est endormie sur la route et est venue percuter malheureusement la deuxième voiture de plein feu. Voilà. C'était un choc très violent. Vu les dégâts sur les véhicules, oui, le choc a été sûrement très violent. Ouais. Le conducteur du 4x4 n'a pas survécu au choc effroyable. L'homme était retraité, il est mort sur le coup. L'un des ouvriers du fourgon ne se souvient plus de rien. Bah écoutez, moi je dormais, alors j'ai rien vu. Qu'est-ce que vous êtes réveillé à quel moment? Bah au moment du choc. Quand il y avait le choc, le bruit, c'est là où je me suis... Il était fort le choc? Assez fort. Je me suis réveillé, je me demandais ce qui se passait, et après j'ai vu quoi. Après comment ça s'est passé, X ou Y, je ne sais pas. Encore sous le choc, il n'a pas l'air de réaliser que l'autre automobiliste est mort. Cécile, notre médecin urgentiste, n'a pas encore pu examiner le passager du fourgon. Il est toujours bloqué à l'intérieur. Ça fait combien de temps là que tu essaies de les faire incarcérer? Ouais, ça fait plus d'une heure. Plus d'une heure qu'ils sont dessus là? Ouais, à peu près, ouais. Dans ce genre de véhicule, c'est très dur de les incarcérer parce que autant les voitures, on peut couper à peu près tout ce qu'on veut, que là, ça fait monobloc en fait. Après 1h30, le passager est enfin sorti du fourgon. Ses jambes sont totalement disloquées. La priorité de Cécile, lui injecter un calmant au plus vite. Tu prépares une ampoule de morphine, un peu de hypno, de kéta. Attention pour lever, levez. Pas question de rétablir la circulation et de faire redécoller l'hélicoptère. Le médecin urgentiste doit d'abord stabiliser l'état du blessé. Il est apaisé, les calmants ont fait leur effet. Cécile va pouvoir l'examiner. Votre âge, 31 ans, vous m'avez dit. La cheville, là, elle fait mal? Ouais. Cécile suspecte de multiples fractures. De l'autre côté? Non. Vous avez combien, monsieur, en poids? Votre poids? 20 kilos. Combien? 60? 80? 80. Les premiers soins vont durer une demi-heure. L'état du blessé est maintenant suffisamment stabilisé pour envisager un transfert en hélicoptère vers un hôpital. Donc monsieur de 31 ans, une désincarcération assez longue, hein, puisque ça a duré 1 heure. Moi, à mon arrivée, il était toujours incarcéré. On est arrivé sur les lieux à 8h10. Cécile prévient immédiatement le service des urgences de l'hôpital le plus proche, celui d'Aix-en-Provence. C'est un traumatisé grave, essentiellement orthopédique, avec des fractures multiples au niveau des deux membres inférieurs. Il a probablement une fracture du bassin, un fémur et une cheville, avec un ventre qui est un petit peu inquiétant aussi. Son état est plutôt stable? Son état est stable, oui. C'est l'abdomen qui est le plus inquiétant. Ouais. L'urgentiste a constaté que le ventre du blessé était dur. Elle redoute une hémorragie interne. Le pronostic vital serait alors engagé. Il faut désormais décoller au plus vite. Ça va, monsieur? Ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. Voilà, je vais vous demander d'ouvrir les yeux, hein, régulièrement. D'accord, monsieur? Ouais, Cécile tient à garder le blessé éveillé pendant tout le vol pour éviter qu'il ne perde connaissance. L'hélicoptère décolle enfin. Les gendarmes vont bientôt pouvoir rétablir la circulation sur la départementale. Pendant les 15 minutes de vol, elle ne va pas quitter des yeux le moniteur de contrôle. Elle vérifie sans arrêt le rythme cardiaque et la tension artérielle de la victime. L'appareil survole maintenant Aix-en-Provence. Il se pose sur le toit de l'hôpital. Sur place, une équipe d'urgentistes les attend. La victime va subir une batterie d'examens car son état inquiète toujours Cécile. Autour du blessé, tout le monde s'affaire. Leur priorité, vérifier tous les organes vitaux. Après une bonne demi-heure, le médecin est rassuré. On a eu le résultat du scanner. C'est que des lésions orthopédiques. Il a une fracture des deux fémurs, rien au niveau des organes nobles. Et voilà, donc là on a enlevé le coquille et il est aux mains des urgentistes et des chirurgiens orthopédistes. Pour le ventre, il n'y avait rien. Ouais. Le blessé a été opéré aux deux fémurs et ne pourra remarcher que dans 2 mois.
Sa colonne vertébrale n'a finalement subi aucun dommage. Quant au chauffeur du fourgon qui a causé la mort du conducteur du 4x4, il n'était pas sous l'emprise de l'alcool, mais il a été placé en garde à vue pour homicide involontaire. Jour et nuit, au-dessus des grandes villes, des campagnes ou des montagnes, ces secouristes, pas comme les autres, interviennent en urgence pour sauver des vies. Arrêtez, monsieur! On les appelle les médecins volants. Ces hommes et ces femmes sont médecins aux urgences dans des hôpitaux publics. Leur spécialité, embarquer dans des hélicoptères pour secourir des blessés dans un état grave. On arrive toujours sur des scènes où c'est des vies qui basculent. À bord de ces appareils des gendarmes ou du SAMU, ces secouristes volent à 240 km/h. Pour arriver avant qu'il ne soit trop tard, ils engagent à chaque fois une course contre la montre. Comme ça, un arrêt cardiaque, j'ai pas trop envie de perdre plus de temps, quoi. Stéphane est chef des médecins urgentistes à l'hôpital de Tarbes. À bord des hélicoptères des gendarmes de haute montagne, il vole au secours des skieurs imprudents ou des randonneurs en perdition. J'ai eu beaucoup de chance, je pense, parce que c'est vraiment pas passé loin. Et c'est à croire que j'ai une bonne étoile, mais voilà, c'est comme ça. En montagne, ce médecin chevronné est confronté à des conditions climatiques dantesques. Vous allez également comprendre pourquoi ces médecins héliportés sont attendus tels des messies dans les zones rurales peu habitées et dépourvues d'hôpitaux. On a essayé de rentrer les bêtes, et puis c'est un veau qui a tapé dedans. Pour atterrir en pleine nuit à la campagne, Étienne, médecin urgentiste à Limoges, réquisitionne des stades de foot ou des fermes. Comment ça s'est passé? Il s'est effondré d'un coup? Il était sur son fauteuil, il regardait la télé. Enfin, vous découvrirez qu'à l'heure où vous dormez, le ciel des grandes villes se transforme en autoroute pour secouristes. Chaque nuit, des pédiatres comme Anne, à Marseille, veillent sur des vies qui ne tiennent qu'à un fil. Oui, ça aurait pu se transformer en mort subite. Des Pyrénées à Limoges, en passant par Marseille, voyage dans les airs avec ces médecins volants des urgences. Dans le ciel de Marseille, le balai des hélicoptères est incessant. Chaque année, les appareils du SAMU réalisent environ 400 missions. Ils décollent et atterrissent du plus grand hôpital de la ville, la Timone. Dans la région, cet établissement est le seul capable d'envoyer des hélicoptères en 15 minutes, 24 heures sur 24. Pour sauver des victimes et procéder à des examens approfondis, les médecins du SAMU sont capables d'aller très loin. Leur rayon d'action va de Nice, Montpellier, Montélimar, jusqu'à Briançon. Vers les hôpitaux de toutes ces villes, les urgentistes font ce qu'on appelle des transferts de victimes. Certains sont très risqués, car ils se déroulent en pleine nuit. Nous sommes au service pédiatrique de la Timone, à Marseille. T'as pris le sac néonat? Oui, là je l'ai. 14 jours, ouais. Anne, médecin du SAMU depuis 15 ans, doit intervenir sur un cas extrêmement délicat. On part sur un bébé de 14 jours qui a fait un malaise à domicile, qui a été récupéré par un pédiatre voisin et qui est actuellement à Avignon dans un service de néonat où elle est intubée. Et on doit l'emmener en réanimation sur Marseille. 2 heures après avoir pris son biberon, le bébé s'est mis à régurgiter et à remplir ses poumons. Il a fait un arrêt cardio-respiratoire. Voilà, super. Pendant plusieurs minutes, le cerveau du bébé a manqué d'oxygène. Anne a pour mission de le récupérer à l'hôpital d'Avignon pour le ramener en urgence au service neurologique de Marseille, car le nourrisson a peut-être subi des dommages irréversibles. C'est un cas qui peut être sérieux, oui, parce que a priori, on n'a pas de durée très claire de l'arrêt cardiaque, en fait, de l'arrêt cardio-respiratoire. Donc, ce qui peut être embêtant, c'est la tolérance cérébrale après de ce malaise. On peut l'avoir récupéré, mais après, il va falloir évaluer s'il y a un risque de séquelles ou pas. Direction Avignon. En pleine nuit, le pilote se repère essentiellement grâce aux lumières. Il vole à 240 km/h, une vitesse de pointe habituelle qui permet de sauver des vies. Il faut essayer de gagner le plus de temps possible, donc on est quand même plus rapide par hélicoptère que par la route. L'équipe d'urgence atterrit à l'hôpital d'Avignon. Ils n'ont mis que 20 minutes au lieu d'1 heure et demie par la route.
Pour prendre en charge le bébé de 14 jours, Anne a apporté avec elle 120 kg de matériel, dont une couveuse et un système ultramoderne d'oxygénation. Anne s'est tout de suite mise au travail et a fait la connaissance de cette petite fille, née il y a 14 jours. Elle s'appelle Milana. Sa maman est présente, elle ne la quitte pas des yeux. Elle avait le cœur qui battait un petit peu vite. Oui. Donc on est en train de lui passer une perfusion un petit peu rapide pour que ça puisse s'améliorer. Et là on va être obligé de la reperfuser parce qu'il y a une des perfusions qui passe plus. Donc on va la reperfuser avant de partir. D'accord. Donc là je peux lui faire un bisou après. Oui, bien sûr, faites un bisou. Mais le temps qu'on prépare de toute façon pour la piquer, vous pouvez rester à côté d'elle. Hein. Cette maman a déjà 2 enfants. Milana est son 3e. Le bébé a été placé sous respiration artificielle. Il est inconscient. L'état de son cœur est encore extrêmement fragile. Sa mère le couve avec amour. Pour apaiser au maximum le bébé, la médecin urgentiste a recours à une vieille méthode. Est-ce que vous avez un doudou? Ben non, elle n'a pas de doudou. D'accord, il n'y a pas de doudou. Ce qu'on va peut-être faire, on va peut-être vous donner une petite compresse que vous allez mettre contre vous, comme ça il y aura votre odeur et on le mettra la compresse vers elle. Ou un t-shirt ou... Je peux vous donner ce pull-là. Eh bien oui, à ce moment-là, on prendra ce pull-là. Comme ça la rassure parce que du coup, c'est une odeur auquel elle est habituée. Et donc on s'arrange toujours pour avoir soit un doudou, soit un vêtement de la maman, même quand ils viennent de naître. Parce que même quand ils viennent de naître, en fait, ils sont habitués à l'odeur de la maman et ça les rassure. Bien, je vais l'enlever, je vais mettre le pull et je vous la mets. D'accord, ben restez avec elle le temps que nous, on n'a pas fini. Et puis après, on vous dira quand... comme ça, vous pourrez aller l'enlever à ce moment-là. Je contrôle, ça ne va pas bouger. Ben, elle réagit, vous voyez, quand vous lui faites des bisous. Pour Anne, l'état du bébé est suffisamment stabilisé pour le transférer vers Marseille par hélicoptère. Donc là, on va partir. Donc on a bien pu baisser l'oxygène depuis qu'on est arrivé. Elle est plutôt sous 50% là, de FiO2. On est chez vous dans entre une demi-heure et 3/4 d'heure. Faites un petit bisou avant, une fois qu'on l'a installé. Ouais. Le bébé respire mieux. La maman de Milana garde espoir. Un peu plus rassurée, surtout par rapport au... qui lui donne moins d'oxygène. Voilà, elle a besoin qu'on lui donne moins d'oxygène, donc voilà. Anne et les infirmières l'installent avec beaucoup de précautions dans la couveuse. Car à 14 jours, Milana est sensible aux moindres changements et à tous les chocs. On va lui mettre des protections sur les oreilles parce que dans l'hélicoptère, ça fait pas mal de bruit. Un dernier geste d'amour dans le couloir avant une douloureuse séparation. Bon courage. Bon courage. Par manque de place dans l'hélicoptère, la maman ne peut pas accompagner son bébé. Elle le retrouvera par la route 1h30 plus tard. Milana part subir des examens au service neurologique de l'hôpital Nord de Marseille. Anne veut savoir si son cerveau a été touché par l'arrêt cardio-respiratoire. Il va vraiment falloir avoir une évaluation neurologique pour voir le retentissement de la période où elle n'a pas été oxygénée en fait. Elle a quand même des besoins aussi ventilatoires qui sont assez importants. Donc voilà, c'est encore un petit peu critique. Anne n'a pas voulu alarmer la maman de Milana, mais l'état de santé de son bébé aurait pu être bien pire. C'est parfois des enfants qui peuvent faire des morts subites en fait quand ils sont pas récupérés. Quand on s'est pas rendu compte qu'ils ont fait un malaise, ça peut effectivement... Là, il y a eu quand même manifestement une réaction du papa qui a été très rapide et qui a permis de récupérer en fait au moins une ventilation et une circulation artificielle en faisant le massage cardiaque qui a probablement amélioré les choses et qui lui a permis de repartir. Mais si elle avait fait ce genre de malaise dans le lit sans que personne ne se rende compte, oui, ça aurait pu se transformer en mort subite. À cet âge-là, un nourrisson est extrêmement sensible au mouvement. Grâce à l'hélicoptère, le bébé va subir moins de secousses que sur la route. Pendant toute la durée de son transfert, la pédiatre va veiller sur lui.
L'hôpital nord de Marseille est en vue. Le vol n'aura duré que 20 minutes. Globalement, ça a été, elle est un petit peu instable quand même. Sur le plan besoin d'oxygène. Puis elle commence à se réveiller, donc du coup elle lutte un petit peu contre la machine. Donc il a fallu un petit peu l'endormir. Malgré les précautions de la pédiatre, le bébé n'a pas bien supporté le voyage. Un petit peu là. Et dans le couloir qui le mène au service neurologique, son cœur est en train de s'emballer. De quoi inquiéter Anne. L'équipe médicale est suspendue au battement du petit cœur de Milana. Ouais, on va essayer de rouler un peu moins vite. Parce que. Ouais. Quand il n'y avait plus d'eau. Elle a désaturé en fait. Je pense c'est-à-dire qu'elle a augmenté ses besoins en oxygène. Donc du coup en fait je pense qu'elle est assez sensible à tous les mouvements qu'on peut lui imposer avec la couveuse. Donc c'est pour ça qu'on va un petit peu plus doucement. Le nourrisson est désormais entre les mains des médecins du service neurologique. Milana va subir une série d'examens au cerveau, des tests cruciaux pour son avenir. Il faudra surveiller aussi comment les autres organes se remettent en route, en particulier les reins, être sûr qu'elle se met bien à uriner. Et voilà, donc ça va être essentiellement une phase d'observation et d'adaptation de la ventilation et d'essayer de voir un petit peu où elle en est. Milana est sous bonne garde. La mission de l'équipe du SAMU s'arrête là. Mais pas question pour Anne de passer à autre chose, comme si de rien n'était. On appelle régulièrement pour avoir un peu des nouvelles et savoir ce qu'ils deviennent, parce qu'effectivement, sinon, c'est un petit peu frustrant. Sinon. Vous allez à faire la part des choses, dire quand vous rentrez chez vous, à repenser à tout ça, à prendre du recul, comment vous faites? Ça dépend des moments. Il y a des moments où c'est un petit peu plus pesant que d'autres. Et oui, on essaye quand même de laisser des choses à l'hôpital, même si on y repense un petit peu à la maison, mais on essaye de ne pas se laisser trop envahir. Mais c'est vrai qu'il y a certaines choses auxquelles on ne s'habitue pas, et je crois que c'est bien qu'on ne s'y habitue pas. Un mois plus tard, Anne a pris des nouvelles du bébé. Et tout va bien. L'arrêt cardiaque ne lui aurait laissé aucune séquelle au cerveau. La petite Milana est considérée comme une miraculée. Des unités héliportées comme celle d'Anne à Marseille, le SAMU en a créé une quarantaine partout en France. Dans les zones urbaines très peuplées comme dans les Bouches-du-Rhône, voler avec ces appareils permet d'éviter la circulation. Mais les hélicoptères du SAMU sont surtout très utiles dans ce qu'on appelle les déserts médicaux. Des zones peu habitées où il faut parfois rouler des kilomètres avant de trouver un hôpital. Comme autour de Limoges, en Haute-Vienne, dans le centre de la France. Une centaine de kilomètres séparent Limoges des autres grandes villes de la région. Entre ces villes, des champs à perte de vue, des campagnes et d'immenses forêts, avec des villages et des maisons isolées. Pour porter secours à ces habitants qui vivent loin des villes, le centre hospitalier universitaire de Limoges s'est doté il y a 25 ans du premier hélicoptère du SAMU. Et ici, il tourne à plein régime. Gilles est médecin urgentiste au CHU de Limoges. Depuis 25 ans, il sillonne les campagnes de la région pour secourir des victimes. Ok, c'est bon, on est parti. Ouais. Gilles vient d'être appelé pour intervenir au beau milieu des champs. Un agriculteur s'est fait renverser la veille par un de ses veaux qui l'a piétiné. Le paysan a fait un malaise ce matin. Il a des douleurs au ventre. Gilles craint qu'un de ses organes n'ait été touché dans le choc. Le SAMU a 40 km à parcourir et doit survoler des champs à perte de vue avant d'arriver. On a un réseau routier qui est pas génial, donc avec un maillage d'hôpitaux qui est très dispersé. Donc
on a des distances à couvrir importantes, donc on utilise l'hélicoptère dès que c'est un peu loin. À la campagne, il n'existe aucune base en dur pour se poser. Le pilote du SAMU est donc toujours obligé d'atterrir en pleine nature et doit prévoir à l'avance une zone adéquate. On a la certitude de pouvoir se poser à proximité. Les pompiers vont nous repérer un terrain pour qu'on puisse se poser sur place à proximité. Oui. On arrive, là on est à moins d'une minute. Mais avant d'atterrir, l'équipe du SAMU va devoir trouver la ferme de l'agriculteur. Le nom du village qui leur a été donné n'est pas le bon. Leur GPS ne sert à rien. À 150 mètres d'altitude, ils doivent donc s'en remettre à une simple carte de la région. Bon, c'est peut-être la petite ferme avec les tonnelles vertes, là on va voir. Le pilote n'a que peu d'indications. La ferme serait située à côté d'un étang. Champenoux. On ouvre les yeux à droite et à gauche, on essaie de voir. Bon, là, il n'y a personne. Moi, je vois rien. L'équipe du SAMU est complètement perdue. Pour se repérer, Gilles décide d'appeler les pompiers qui sont déjà au chevet de l'agriculteur. Il me dit que c'est sur la RD 951 et que les pompiers sont sur place. Ok, c'est derrière nous, c'est la grosse route. On va aller voir. On va tourner ici. On va remonter un petit peu la route. On va aller sur la droite. Ouais, d'accord, mais on voit pas les pompiers là. Après 10 minutes de survol, au-dessus des champs... Attends, je crois que je l'ai vu. Ouais, je les vois, ils sont là-bas. Bon, bah c'est bon. Oh, ils sont sur la route carrément, ouais, d'accord. La ferme est en vue. L'appareil atterrit dans une prairie. C'est bon? Ok, vous pouvez descendre. Gilles, le médecin des urgences, se précipite vers le camion des pompiers. C'est là le patient? Ça va? Moyen, d'accord. L'homme est sérieusement amoché au visage et il a un énorme hématome au genou. Vous avez été bousculé hier. D'accord. Et donc, sur le coup, vous avez eu un traumatisme à quel endroit? Ici, la tête, le ventre? Non, le dos. D'accord. Donc là, quand je fais ça, je vous fais pas mal. Non. Donc on va vous amener pour faire des radios, pour voir ça, pour vérifier votre tête, d'accord? Dans la région, les agriculteurs sont des durs à cuire. Pas le genre à appeler un médecin pour un oui ou pour un non, mais cette fois-ci, le veau ne l'a pas raté. Son père a assisté à la scène. On a essayé de rentrer les bêtes, et puis c'est un veau qui a tapé dedans. D'accord. Il a tapé fort? Bah oui. Et après? Bon, ben il s'est relevé, ça a été. Il a été voir le médecin le soir. Puis bon, ben là, ce matin, il a tombé dans les pommes. C'est peut-être le traitement, je sais pas, j'en sais rien. On peut rentrer dans le champ avec le véhicule là? Non. Non, il faut qu'on passe par-dessus là. Oui. D'accord. Par précaution, Gilles décide de le transférer à l'hôpital de Limoges. Allez, hop, il faut qu'on ait quelqu'un de l'autre côté. Mais à la campagne, transporter un blessé jusqu'à un hélicoptère peut ressembler à un parcours du combattant. Attendez. Ici, il faut savoir franchir les clôtures. Ah, attends, que vous voulez. Gilles en est encore, tout essoufflé. Ça arrive souvent comme ça que vous posez dans un champ, comme ça? Voilà, c'est sportif un peu, parce qu'il faut passer par-dessus les barbelés. Cet agriculteur va devoir abandonner son troupeau au moins quelques heures. Le paysan va se faire examiner aux urgences de Limoges. Car une fois à l'hôpital, les médecins vont découvrir sous sa cuisse une énorme ecchymose provoquée par une hémorragie plus sérieuse que ce qu'ils imaginaient. Je peux tout faire. Il va falloir faire le truc, ça fuit dessous. Voilà. Voilà, donc ce monsieur, il a été renversé par un taurillon hier. Aujourd'hui, donc, il se sentait tomber dans les pommes. Et en fait, il a un gros hématome ici. Et donc, il a été un peu sonné lors du choc. Voilà. Oui. Vous arrivez à marcher? Oui. Oui, sans problème? Oui. Finalement, plus de peur que de mal. Les examens ne révéleront rien d'alarmant. À part un peu de repos à observer, il pourra retrouver son troupeau dans quelques jours. Pour les médecins héliportés du SAMU, c'est surtout la nuit que les conditions de vol sont les plus critiques. Car autour de Limoges, la campagne n'est quasiment pas éclairée et certaines interventions se révèlent extrêmement complexes. Étienne, 35 ans,
est médecin depuis 5 ans dans la région. Être en première ligne et gérer les urgences a toujours été pour lui une vocation. C'est une médecine qui est très intéressante. On s'ennuie jamais. Moi, je ne pourrais pas faire la même chose tout le temps. L'orthopédiste qui fait sa prothèse de hanche toute sa vie. J'ai beaucoup de respect pour lui, mais je ne pourrais pas faire ça, moi. Après, c'est une médecine qui est un peu frustrante parce qu'on ne suit pas les patients très longtemps. Mais c'est aussi peut-être ma façon d'appréhender la médecine, c'est que je ne peux pas m'investir trop longtemps auprès des gens, sinon je laisserai des plumes peut-être. Ce soir-là, il vient d'être appelé pour sauver un cas difficile. On part sur un arrêt cardiaque d'une personne de 74 ans qui est a priori est tombée en arrêt devant sa femme. La victime a été prise en charge par un médecin local et les pompiers. Ils tentent de le réanimer. On va arriver sur les lieux près de 30 minutes après l'arrêt, ce qui est déjà un peu handicapant en termes de délai de prise en charge. Mais bon, il est relativement jeune, on n'a pas de notion d'antécédent, 74 ans, donc on va bien voir ce qu'on retrouve à l'arrivée. L'hélicoptère va permettre à Étienne de gagner un temps précieux qui permettra peut-être de conserver des chances de faire repartir le cœur de la victime. Pour que les secouristes puissent atterrir en pleine nuit, les projecteurs d'un stade de foot ont été allumés en urgence dans un petit village. Je suis le maire de la commune. Voilà. C'est pour ça que les pompiers de Périgueux m'ont appelé pour éclairer le stade, pour que l'hélico puisse se poser plus vite. Pour ce pilote du SAMU, c'est le lieu idéal en pleine campagne. De nuit, c'est assez courant, oui. On essaie de se poser sur des stades, sachant qu'ils ont un espace suffisant et nécessaire pour pouvoir se poser. Les secouristes ont choisi le stade le plus proche de la maison de la victime, à 10 minutes de chez lui. L'équipe du SAMU n'a pas de temps à perdre, mais à leur arrivée, les choses se compliquent. Le véhicule des pompiers censé les emmener sur place n'est toujours pas là. 10 minutes de perdu, c'est ça, non ? Ben oui, c'est quelques minutes de perdu. Après, c'est toute une logistique. Il faut déclencher des volontaires pour qu'ils prennent une VL, pour qu'ils viennent nous chercher, sans désarmer l'équipe qui est déjà sur les lieux en train de faire la réanimation cardio-pulmonaire. Donc il y a une inertie sur laquelle on ne peut pas jouer. Les pompiers finissent par arriver. Le respi, il l'a mis à l'arrière ? Ouais, c'est bien. C'est bon ? Après quelques minutes de route, Étienne et son équipe arrivent enfin. Ils sont dans la maison ? Bonjour. L'homme de 74 ans, victime d'arrêt cardiaque, est sur le carrelage de son salon. Cela fait maintenant 40 minutes que les pompiers se relaient pour le réanimer, sous les yeux de sa femme. Comment ça s'est passé? Il s'est effondré d'un coup? Il était sur son fauteuil, il regardait la télé, puis il a commencé à râler un peu, à faire comme ça. D'accord. Et puis je lui ai parlé et je lui ai... Il répondait plus et il respirait plus. Tu prépares ton adresse et tu vas pousser 1 milligramme. Je vais passer à la tête, s'il te plaît. Grâce au matériel qu'il a amené avec lui, Étienne va provoquer un choc électrique sur le cœur de la victime. Débraye, voilà. Attention, écartez-vous. Allez, on reprend le massage. Ouais, vas-y, reprends. On continue. Il n'avait pas d'allergie particulière, en dehors de son insuffisance cardiaque, pas de souci. Étienne relance un nouveau choc électrique au niveau du cœur. Voilà, reprend le massage. Son cœur là, a une activité électrique, mais il ne se contracte pas suffisamment pour qu'on ait un pouls. On essaye de lui donner les drogues pour essayer qu'il reparte, mais pour le moment, c'est... Massage cardiaque, choc électrique, les secouristes vont tout tenter. Mais Étienne va être obligé de se rendre à l'évidence. Il doit désormais endosser une énorme responsabilité. Il est quelle heure là? 21h17.
Ok, ça fait 1h20 quoi. Arrête le massage. Attends. On est en asystolie. Bon. On arrête. Madame, je suis désolé, il est décédé. Son cœur s'est arrêté, il n'y a même plus d'activité électrique. Donc, on va enlever tous nos fils. Est-ce que vous souhaitez qu'on l'installe quelque part? Mais on pourrait l'installer sur le canapé. Sur le canapé? Oui. Très bien. Toutes nos condoléances. Vous avez fait tout ce que vous pouviez. Oh ben, on a essayé en tout cas. Bah, ça laisse un petit goût amer parce que le médecin était sur place, elle n'avait pas d'équipement, donc, mais il a été massé assez précocement. Il n'avait pas trop de soucis de santé, ce monsieur. Il faut s'investir suffisamment pour être efficace dans le boulot, pour être efficace dans le travail, et puis garder un peu de recul pour pas laisser des plumes à chaque fois. Sinon, on ne pourrait pas aller trop loin. Il y a des fois où on en laisse un peu plus que d'autres. Voilà. Trouver les mots avec les patients sans se laisser envahir par la douleur des familles, c'est l'équation permanente à laquelle sont confrontés ces médecins. Chaque nuit au CHU de Limoges, les urgentistes reçoivent des dizaines d'appels. Et donc c'est pour dire que ça s'améliore pas, et donc je pense que ça a peut-être un petit caractère urgent, quoi. Ce soir-là, Jean-François est de garde. Médecin du SAMU depuis 11 ans, il tente d'évaluer chaque urgence en écoutant les patients. En quelques minutes, c'est lui qui décide s'il faut envoyer un hélicoptère sur une intervention. C'est un pari de tous les instants, la régulation, parce que on n'est pas des machines. Et en face de nous, on n'a pas des machines. Et on a tous des émotions. Et ça vient brouiller souvent un peu les pistes. Donc c'est le véritable moment où, comme le disaient les anciens, la médecine est un art. Ben ouais. Quelques jours plus tard, Jean-François prend place en urgence dans un hélicoptère. Une femme s'est effondrée dans sa cuisine en plein dîner. Le pilote est à la recherche de la ferme où vit la victime. Pour atterrir en pleine nuit, il balaie la zone avec un projecteur. On va se poser derrière la maison. La ferme est en vue. C'est bon, là on est au-dessus. Nous, il n'y a rien là, de notre côté. C'est nickel. Voilà, bon, on va descendre là. Les pompiers sont déjà sur place. Bonjour. On va faire des consciences, des requêtes là. Oui. Jean-François, le médecin urgentiste, est accueilli par le fils de la victime. Bonjour madame. La mère de famille est allongée dans sa cuisine, en présence de son mari. Qu'est-ce qui s'est passé là? Subitement. Après avoir fini de manger, après la fin du repas. D'accord. Ouais. Vous savez où on est là? La dame semble ailleurs. Vous avez mal quelque part? Et vous n'arrivez pas à me parler? Ah! Cette femme a fait une crise d'épilepsie en plein repas. Jean-François part immédiatement prévenir les médecins de Limoges. Au téléphone, il se veut rassurant. Rien de bien catastrophique. Ce soir, elle est à table, tout va bien. Et puis, en fait, tout d'un coup, elle s'effondre. Mais là, le fils raconte qu'elle se secoue, qu'il y a du sang qui sort de la bouche. Mais la situation va rapidement se compliquer. Ah, ouais, bon, elle est en train de reconvulser. Bref, c'est une crise convulsive. Voilà. Je te rappelle. C'est ça qu'elle a fait tout à l'heure. Oui, voilà. Ça. Tu prends le droit. C'est pas l'équipe, ça, non? Non, c'est qu'elle fait une crise d'épilepsie. On l'a jamais fait. Si Jean-François n'avait pas utilisé l'hélicoptère, la dame aurait fait des crises d'épilepsie à répétition et aurait pu en mourir. Le médecin doit l'emmener très vite aux urgences de Limoges. Auprès de la famille de la victime, Jean-François tente de dédramatiser la situation. Concrètement, ce qu'elle fait, c'est des crises d'épilepsie. Je ne sais pas pourquoi encore elle fait des crises d'épilepsie alors qu'elle n'en a jamais fait à l'âge de 30 ans. C'est plus démonstratif que dangereux. Ouais. Ça, il faut bien le comprendre. Là, pour l'instant, sa vie n'est pas en danger.
Bon, on a fait le nécessaire, on lui a passé un médicament, normalement avec ça, elle ne va pas refaire de crise d'épilepsie. Mais maintenant, il faut qu'on l'amène au CHU pour qu'on comprenne pourquoi elle fait ces crises. Okay. Ça va, c'est pas trop lourd, non? Il était très inquiet le fils. Hein. Ouais, il est tendu, mais c'est... T'imagines quand ta maman de 60 ans s'effondre à table, et puis que tout d'un coup, là, tout s'agite, c'est l'hélico, le machin, le truc. Il y a une heure, même pas, il y a une demi-heure, il regardait la télé. Hein. Donc là, on arrive toujours sur des scènes où c'est des vies qui basculent. Hein. Bah, voilà. Et même si derrière elle s'en tire bien, même si derrière il n'y a rien, même si, ce que je crois pas malheureusement, même si derrière il n'y a rien, ils auront un avant, un après, quoi. C'est un stress qu'ils auront vécu ce soir qui est quand même violent, quoi. Après 10 minutes de vol, l'appareil se pose à l'hôpital de Limoges. À peine arrivé aux urgences, l'état de santé de la dame ne va pas s'arranger. Rentre, rentre. La patiente fait une 3e crise d'épilepsie. Tu peux lui pousser une ampoule de Rivotril tout de suite, s'il te plaît? La mère de famille se remet à trembler. Pour la calmer, Jean-François lui administre un sédatif qui agit aussitôt. Oui, c'est Fabienne qui a tout fait. La patiente est à nouveau inconsciente. Jean-François va désormais passer le relais au médecin de garde. C'est un peu compliqué. J'ai l'impression que, à la limite, bon, on est arrivé là, donc il n'y a pas de discussion possible, mais c'est un état de mal épileptique qui est en train de s'installer à mon sens. Et puis, je crois qu'il faut la scanner en urgence. Voilà. Vous allez voir. Madame! Elle ne se réveille pas. Les médecins sont de plus en plus inquiets. Ils décident de lui faire un scanner au cerveau. Pourquoi cette femme qui n'a jamais fait d'épilepsie subit-elle toutes ces crises depuis quelques heures? En observant son cerveau, Jean-François et ses collègues viennent de comprendre. T'as l'impression que c'est un glio. Ça fait plutôt le glio qui saigne, ouais. La patiente a une masse au niveau du cerveau. Bah, les nouvelles sont pas bonnes. Hein. C'est-à-dire que concrètement, le scanner nous a montré qu'il y avait une grosse masse à l'intérieur du cerveau de notre patiente. Alors, il est trop tôt pour dire ce que c'est, mais ce qu'on sait, c'est que c'est pas bon, que c'est gravissime et que pour le coup, on a l'explication de pourquoi elle convulsait, cette dame. Pour Jean-François, les minutes qui vont suivre vont être délicates. Il doit donner des nouvelles au fils de la victime en essayant de le préserver. Il se passe quelque chose. Il y a une masse, je pense qu'il y a une masse au niveau de son cerveau. Ouais. Et ça, voilà, c'est toujours comme ça malheureusement. Tout va bien. Et puis à un moment, la masse gêne un peu et tac, ça déclenche la crise d'épilepsie et c'est là qu'on fait le diagnostic. Voilà. Trouver les mots pour parler aux proches des victimes, jauger ce qu'il peut dire aux familles. Jean-François s'y emploie depuis 11 ans au SAMU. J'ai commencé à amener progressivement une idée du diagnostic et de la gravité du diagnostic. Et oui, c'est quelqu'un qui lui aussi il faut accompagner et ça fait partie de notre métier. La médecine, elle est faite par des humains pour des humains. Sinon, c'est pas très intéressant. Pour la patiente et sa famille, une longue épreuve démarre. Le traitement de la masse au cerveau a commencé. Le sort de la dame est désormais entre les mains des neurochirurgiens. Jean-François, lui, est déjà reparti vers une autre mission. Pour sauver des vies, les urgentistes doivent être capables de s'adapter à toutes les situations et d'aller partout. Ces médecins volants interviennent même sur l'un des terrains les plus hostiles, la haute montagne. Chaque année, 7 millions de personnes envahissent les stations des Alpes et des Pyrénées. Sur les pistes, les skieurs, toujours plus nombreux, dévalent les pentes, mais beaucoup sont incapables de contrôler leur trajectoire ou leur vitesse. Alors tous les ans, les hélicoptères du PGHM, le peloton de gendarmerie de haute montagne, partent chercher 150 000 blessés sur les cimes enneigées. Nous sommes dans les Pyrénées. Ici, la base aérienne du PGHM se trouve à Laloubert,
près de Tarbes. Sur ce tarmac, les appareils des gendarmes décollent et atterrissent plusieurs fois par jour. Ce jour-là, le PGHM vient d'être appelé en urgence. Une petite fille a chuté lourdement sur une piste de ski. C'est pour ça, David. C'est le ski qui nous attend, alors. Le sac. L'hélicoptère a embarqué à son bord Mathieu, médecin au SAMU de Tarbes depuis 13 ans. L'appareil se dirige vers le village de Saint-Lary-Espiaube. Par la route, il faut 1h30 en voiture pour arriver à cette station des Pyrénées. Mais grâce à l'hélicoptère, les secouristes ne vont mettre que 15 minutes. Quand on arrive sur le châle, ça souffle pas trop, mais à 30 cm. 20 cm, on touche l'arrière. Ça va tranquillement, c'est bon, c'est posé. Mathieu retrouve les pisteurs de la station qui l'ont prévenu. Ah, mec, sur le traîneau. Elle est où? La victime est sur une des pistes, mais à cette heure-ci, elles sont très fréquentées par les skieurs. Impossible pour l'hélicoptère de se poser ici. Mathieu remonte la pente à vive allure, en motoneige, sur 500 mètres. La blessée a été mise à l'abri, au bord de la piste. Bonjour Clémence, je suis le docteur. Il faut que je regarde ta cuisse, d'accord? Oui. On va essayer de voir ce que tu as et puis on va te soigner, d'accord? Oui. Ouais. Mathieu découvre une petite fille de 7 ans. Elle s'appelle Clémence. Bon, on va te couvrir parce que je veux pas que tu aies froid, moi. Avec beaucoup de douceur, le médecin va tenter un premier diagnostic. Tu sens que je te touche? Oui. D'accord. Bon. Clémence a très mal à la jambe. Son père est resté auprès d'elle. Elle allait un peu vite, bon, normalement elle maîtrise, elle a rebondi, et puis du coup elle... D'accord, elle s'est fait mal sur les brosses toute seule. Elle est tombée derrière. Bon allez, on va s'en occuper un peu plus tard. Tu t'es un peu cogné la lèvre aussi. Tu as mal ici là? Non. Non? D'accord, très bien. T'as fait mal, t'avais le casque, d'accord. Alors écoute-moi bien. Tu t'es cassé là, le fémur. D'accord? L'os de la cuisse. Oui. D'accord? Donc mais il faut qu'on aille faire à la radio, aller à l'hôpital. Hein, oui, maintenant. D'accord? Oui. Alors, tu vas venir avec moi à l'hôpital. Non, mais je veux pas bouger ma jambe. Tu veux pas qu'on te bouge la jambe? Oui. D'accord, ok. Ok, d'accord. Alors moi, écoute-moi. Par contre, il va falloir que je te mette une petite perfusion pour te soulager. Oui. Pour t'enlever la douleur. Oui. Hein, d'accord? Est-ce que tu as déjà eu une piqûre? T'as dit quoi? C'est une petite piqûre qu'on va te faire. Non, non, pas une piqûre. Non, non, non. T'as déjà eu une piqûre ou pas? Non. C'est pour plus que tu aies mal. D'accord? Ok. Hein? Voilà. C'est bien maintenant. D'accord? Effrayée, la petite fait preuve de beaucoup de courage. Tu me montres ta main? Mathieu essaye de la rassurer en permanence. Ils font rien, ils te font pas mal du tout. Attends, je vais signer. Mais non, tu vas pas signer. Ok. Descends et tu me fermes la line. Va, tu restes à l'entrée parce que là, ça déboule de tous les côtés. Sur la piste, il y a de plus en plus de monde. Les secouristes doivent éviter une chute causée par leur présence. La priorité, c'est quand même le suraccident. Là, on est dans une zone en plus qui n'est pas visible par les skieurs amont. Donc, c'est ça, quoi. Protéger surtout l'accident. Les pisteurs ont sécurisé la zone comme ils ont pu. Oui. Elle est comment la piqûre là? Elle est toute petite. Non. De toute petite piqûre. T'as vu, c'est terminé. C'est fini. Attends, non, bouge plus, surtout plus là maintenant. Voilà, c'est fini. Je te l'enlève. Voilà, c'est fini. Tu vas avoir mal si tu bouges. Tu vas plus rien sentir maintenant. C'est fini, c'est fait. C'est fini, on l'a fait. D'accord? Voilà. Ça a saigné un peu, c'est pas grave. D'accord? C'est fini. Eh ben, tu vois, parce que t'as un joli sourire. Voilà. Voilà, ça y est, c'est fini. Maintenant, c'est fixé. Tu laisses le bras comme ça. Et comment elle... Voilà. Attends, j'ai pas encore mis le médicament. Tu vas trop vite.
Quand on arrive sur place, il y a beaucoup de choses à faire en même temps. Donc il y a un moment intense. Et puis après, une fois qu'on a réussi à tout poser, là c'est mieux. Mais au départ, c'est difficile. C'est pas évident, mais bon, on fait les choses tranquillement, on essaie de garder le fil de ce qu'on fait, et puis petit à petit, on y arrive. Voilà. Il ne reste plus qu'à appeler l'hélicoptère. Au niveau de l'évacuation, l'idéal, ça serait qu'ils viennent quand même ici. Hein. Ce bloc-là, à la limite. Oui, non, mais c'est ça. Compte tenu de l'état de la petite fille, le médecin urgentiste préfère ne pas la bouger. L'hélicoptère va donc devoir atterrir sur la piste. Tu vas venir nous récupérer sur la piste. On te mettra un repère. On est juste en dessous de la victime, c'est assez plat. Tu peux poser. Et là, il n'y a pas de risque pour l'hélicoptère d'atterrir ici? Non, de risque non. Il faut bien matérialiser la zone, vous voyez, hein, bien protéger. Et non, il n'y a pas de souci, il y a quand même de la place. Bon, après, il faut être vigilant. On va l'envelopper avec ça, tu vois. Ça va permettre pour qu'elle bouge pas la jambe, pour que tu aies plus mal, tu vois. Dernière difficulté pour Mathieu, immobiliser et redresser la jambe cassée de Clémence dans une attelle. Mais tu vas le faire tout doucement, tranquillement. Si tu as mal, tu me le dis, on s'arrête. D'accord? Hein? Là, pourquoi j'ai encore mal? Parce que c'est normal, parce que c'est cassé encore. Ils mettent du temps un peu à agir, les médicaments. D'accord? Hein? Mais tu vas avoir de moins en moins mal. D'accord? C'est bon. Ça y est, Clémence. C'est bon. C'est fini, ça y est. C'est bon, Clémence, c'est fait. C'est super. Tu as été trop fort, Clémence, c'est très bien. Pour Clémence, c'est la fin du calvaire. Posté en bas de la station, l'hélicoptère refait son apparition. La piste a été fermée aux skieurs. Direction l'hôpital de Tarbes. La petite fille va devoir être opérée de la jambe. En attendant, Clémence vit son premier vol en hélicoptère. Le médecin et les gendarmes n'auront mis que 15 minutes. Pas trop mal, ça va? Tu te souviens comment ça s'est passé? Tu te souviens pas? Bon, alors il y a peut-être... On a tapé le visage, visiblement, il était casqué. Mathieu fait un rapport détaillé au médecin urgentiste de l'hôpital de Tarbes, qui va désormais s'occuper d'elle. Le fémur déjà aller à la station. Droit, uniquement. Ouais. Tu vois, qui était en rotation, raccourci. Voilà, que j'ai réaligné. Il est dans une attelle, parce que là, on fait la donnerie, on ne pouvait pas. Direction les urgences de Tarbes. Clémence a retrouvé ses parents. La petite fille patiente dans la salle des urgences, avant son opération. Mathieu découvre les radios de sa jambe fracturée. Alors là, on voit bien le fragment distal et le fragment proximal ici qui se chevauchent un peu. Voilà. Et là, on le voit bien ici, le trait de fracture qui passe par ici. Voilà. Et bien, ils vont le recoller, ils vont tout recoller. T'inquiète pas, ça va pas durer longtemps. Mais... Fin de mission pour Mathieu. C'est désormais au chirurgien de jouer. 3 jours plus tard, nous retrouvons Clémence et ses parents dans sa chambre d'hôpital. L'opération s'est bien passée. Les chirurgiens lui ont posé des broches pour consolider son fémur. Elle a retrouvé le sourire et ses doudous. Tu te souviens d'être monté dans l'hélicoptère? Oui. Et alors? C'était chouette parce qu'en fait, elle disait qu'il y avait une vue très chouette dehors, mais moi je ne pouvais pas la voir, mais moi je dis, moi je vois la vue très belle depuis les montagnes de neige. Là, elle est immobilisée pendant 5 semaines, donc sans mettre le pied au sol, sans bouger, donc pas d'école, donc allongée pendant 5 semaines, et après ce sera fauteuil roulant, les déplacements fauteuil roulant en priorité. Parce qu'elle est un peu petite pour se déplacer avec des béquilles. Voilà, c'est un peu compliqué. Aller à l'école. Dans quelques mois,
Clémence pourra à nouveau marcher normalement. Sa fracture ne sera plus qu'un lointain souvenir. J'étais dans les bras du petit bébé, alors du coup... Pendant ce temps-là, sur la base de Tarbes, un autre médecin est en train d'embarquer en urgence à bord d'un hélicoptère du PGHM. À l'intérieur, 2 gendarmes sauveteurs et Stéphane, le chef des médecins urgentistes de l'hôpital de Tarbes. Ce passionné de montagne vole au secours des skieurs depuis 12 ans. Stéphane et les secouristes se rendent à Cauterets, une station de ski qui, à vol d'oiseau, se trouve à 15 minutes. Cette fois-ci, un skieur est tombé à très grande vitesse. Alors là, on part pour un skieur qui aurait une plaie importante du poignet, hémorragique. Et les pisteurs ont demandé la médicalisation à une raison de gravité apparente. Mais on n'en sait pas plus, on ne connaît pas les circonstances et on ne connaît pas trop l'état du blessé. Les secouristes ne le savent pas encore, mais ils vont tomber sur une blessure pas banale. Les secouristes ne le savent pas encore, mais ils vont tomber sur une blessure pas banale. Parfois dans le scénario imaginé est bon, et puis parfois il est complètement faux, donc là il faut une capacité à de suite se remettre dans le droit chemin et pour travailler dans les premières secondes. Les pistes de la station de Cauterets sont fréquentées tous les jours par des milliers de skieurs. À leur arrivée, première difficulté, repérer le skieur blessé. Ah là, d'accord, devant nous là. C'est ici là. Ah ouais, visuel. On regarde un visuel sur le pisteur, on fait un 360 et on fait notre... Ce jour-là, le soleil est au rendez-vous. Sur les pentes, les skieurs viennent de partout. Le blessé et les pisteurs sont en vue. Mais problème, ils sont trop proches des remontées mécaniques. Ça ne convient pas trop la DZ avec les poteaux sur la course finale qu'on aura juste derrière nous. On va se décaler sur la gauche, donc un peu plus au niveau de la piste. On devrait arrêter les skieurs au-dessus. Pour atterrir en toute sécurité, le pilote a demandé l'interdiction du passage des skieurs. En moins d'1 minute, la piste est bloquée. L'hélicoptère se pose. Le médecin des urgences et les secouristes vont pouvoir s'occuper du blessé. Il est allongé sur un brancard. Le saignement s'est arrêté. Tu vois, il a la sensibilité. Mais... Je vais regarder. Hein. Ça s'est joué à... On va remettre. Bougez pas là. Tu lui tiens la main, s'il te plaît. Ouais. La blessure au poignet du skieur est beaucoup plus grave que ce que Stéphane imaginait. En chutant, ce jeune homme de 19 ans s'est tranché le poignet avec la quart de son ski. Ok, artère là, voilà. Qui bat bien. Ok. Il faut qu'on s'enlève ce bazar là. Sa coupure est très profonde, mais le blessé est parfaitement conscient et n'a pas l'air inquiet. Ça s'est passé comment, Romain? Je glissais tout simplement et du coup je suis tombé. Après je me souviens plus de la chute, je sais juste que j'ai eu super mal au poignet et que du coup j'ai glissé sur 50 mètres à peu près. J'ai enlevé mon gant, j'ai vu que j'étais vachement ouvert. Du coup de moi-même j'ai tout de suite fait un point de compression, appelé du secours et après tout s'est passé comme ça. Stéphane, ça va là? Oui, ça a l'air d'aller, mais on va faire un pansement parce qu'effectivement, le secouriste avait raison, hein, le pisteur, et on voit bien l'artère qui bat, quoi. Donc c'est une vraie plaie profonde. Et le fait qu'on voit l'artère qui bat, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une plaie qu'il faut explorer au bloc opératoire, et d'autant plus qu'il y a pas mal de nerfs et de tendons qui passent à cet endroit-là. Donc il ne faut pas qu'on perde trop de temps. Le skieur doit être opéré en urgence à Tarbes. Il ne réalise pas, mais dans sa chute, il aurait pu se trancher tous les tendons et l'artère et perdre l'usage de sa main droite. C'est comment la douleur? Ça va, c'est juste que ça pique vachement. Et ouais. Pour réduire la douleur, Stéphane va lui poser un cathéter et injecter un calmant. Si j'arrive à attraper la perfusion du premier coup, ça va être très simple. Après, on n'insistera pas. Si j'arrive pas à le perfuser, vu que pour l'instant le saignement est contrôlé, c'est vraiment un cathéter de sécurité au cas où il aurait soit un malaise, soit une douleur intense, qu'on puisse le calmer dans l'hélicoptère. Tu es droitier ou gaucher? Gaucher. Ah, c'est une bonne chose. C'est mieux pour la récupération.
Ce jeune homme ne devrait pas être trop handicapé. En montagne, quelles que soient les conditions, Stéphane doit s'adapter en permanence. C'est surtout l'environnement qui est très hostile avec l'hiver, le froid. L'été, souvent les dangers objectifs liés aux chutes de pierre, au terrain un peu escarpé. Et puis on est un peu seul. Sur le plan médical, même si les secouristes nous aident beaucoup, on est quand même un peu seul, quoi. Polo, tu m'aides, s'il te plaît? Ouais. Sur ces pentes enneigées, pas d'infirmière ou de médecin comme aux urgences de l'hôpital de Tarbes. Mais Stéphane peut quand même compter sur les gendarmes. Pour faire face aux conditions difficiles, il forme une véritable équipe. Une équipe constituée aussi de pilotes chevronnés qui doivent chaque jour déjouer les pièges de la montagne. Il y a tout plein d'obstacles dans une station de sport d'hiver, bien sûr. Toutes les remontées, les retours de tire-fesses, des câbles pour les catex. Donc il faut faire attention à tous ces obstacles, on les observe et on les prend en compte pour nos trajectoires. Donc il nous arrive de passer pas très loin de ces obstacles, mais c'est en toute connaissance. Donc on prend en compte tout l'environnement. Cela fait déjà 20 minutes que Stéphane s'occupe du blessé. Il est maintenant temps de partir. En contact avec les urgences de Tarbes, le médecin est en train de programmer l'opération chirurgicale du skieur. Il n'y a pas a priori de troubles moteurs sur le territoire, sur les trois nerfs de la main. C'est vraiment, tu vois, sensitif. Mais bon, c'est une plaie à explorer chirurgicalement, ça c'est sûr, quoi. Dans une demi-heure, le jeune homme sera en salle d'opération. Sa semaine de vacances à la neige s'achève ici, mais il garde le moral. J'ai eu beaucoup de chance, je pense, parce que c'est vraiment pas passé loin. Et c'est à croire que j'ai une bonne étoile, mais voilà, c'est comme ça. Survoler ces paysages magnifiques et flirter avec les sommets enneigés, voilà aussi ce qui anime et motive Stéphane à chaque sortie. Ce médecin urgentiste a grandi dans les Pyrénées en pratiquant très jeune le ski ou l'alpinisme. Il n'imagine pas travailler dans un autre élément. Au départ, on est médecin, mais on est surtout passionné de montagne. Et donc, ça nous permet aussi de sortir de l'hôpital, un peu qui est un milieu un peu particulier, même si on ne voit que le côté un peu pénible de la montagne, puisqu'on ne voit que le côté accident ou maladie, quoi. Ça nous permet aussi de rester en contact avec des secouristes qui sont la plupart hautement qualifiés. Et donc, à titre personnel, c'est super sympa aussi de partir avec eux en montagne. Après, il y a des relations amicales qui se créent. On vit aussi des histoires en dehors du boulot avec eux et on a la même passion, quoi, voilà. Retour pour tout le monde à la base de Tarbes. Pour ne pas perdre une minute, un camion du SAMU attend le jeune homme blessé au poignet. Ce skieur sera opéré sans difficulté. Il s'en sortira sans séquelles au bras. Entre chaque mission, les pilotes doivent faire le plein de kérosène. Un hélicoptère n'a qu'1 heure et demie d'autonomie de vol et consomme 300 litres de kérosène par heure. En cas d'urgence, l'appareil et les pilotes doivent toujours être opérationnels. L'essentiel dans notre job, c'est d'essayer de tout le temps garder un petit temps d'avance dans l'organisation pour prendre en compte la gestion du kérosène, les conditions atmosphériques, les secours qui peuvent s'enchaîner. Et si on arrive à garder ce temps d'avance, il n'y a pas de problème. On arrive à tout enchaîner, à tout gérer. Quand on finit par le perdre, le tout c'est de rester au moins dans le tempo. Après, quand on est dépassé, c'est là où on peut se faire piéger, voire bloquer météo. Pour les sauveteurs, impossible de savoir ce que vont leur réserver ces montagnes qui leur font face. Sur leur base, ils se tiennent prêts, en permanence. Ce jour-là, c'est Patrick, 53 ans, qui prend son service. Médecin au SAMU de Tarbes, ce Parisien de naissance est tombé amoureux de la montagne à son arrivée dans les Pyrénées. En plein préparatif de son pactage, les urgences du SAMU de Tarbes vont le mettre en relation téléphonique avec une victime, bloquée en montagne. Ouais. Et bonjour, Patrick Simonet, je suis le médecin montagne. Qu'est-ce que vous ressentez là actuellement?
Ça vous refait les mêmes symptômes, d'accord. Oui, donc on va venir vous chercher en hélico. En attendant, vous restez au repos. Là, on part sur un monsieur qui a déjà fait un infarctus et qui a à nouveau la même douleur qui est apparue à l'effort en montagne. Et la victime est un homme de 66 ans. Il est encore conscient. Parti en randonnée en haute montagne avec un groupe, il a ressenti une violente douleur au cœur. Patrick va profiter du vol pour avaler un sandwich sur le pouce. Les randonneurs se trouvent loin des pistes de ski. Ils sont dans la poudreuse, à 3000 mètres d'altitude. Le guide qui les accompagne a tracé un repère dans la neige pour que l'hélicoptère puisse atterrir. Les secouristes vont devoir marcher dans la poudreuse pour rejoindre le petit groupe de randonneurs. Là, vous intervenez dans des conditions pas possibles. Eh ouais. Il faut s'entraîner, il faut garder la condition physique pour être, pour toujours garder un petit peu de puissance sous le pied, quoi. Un dernier effort avant de découvrir l'état du malade. Et vous êtes habitué à faire des efforts comme ça? Non. Pas à la montagne, je ne suis pas revenu depuis. D'accord. Quand est-ce que vous avez fait l'infarct? Il y a 5 ans. Il y a 5 ans? Voilà. Après le reste des vêtements, on va les laisser pour l'instant, on va éviter de trop. Ce serait bien que vous regardiez le paysage là-bas. C'est beaucoup plus intéressant que le monsieur. D'accord. Équipés de raquettes, les randonneurs ont tous plus de 50 ans. Ils marchent depuis 3 heures. À 66 ans, l'homme victime de l'infarctus a sans doute présumé de ses forces. Avant de redécoller, Patrick doit d'abord vérifier si le marcheur peut être transporté par hélicoptère. Alors, à 3000 mètres d'altitude, le médecin décide de lui faire un examen. Vous restez sans parler pour l'instant, on va faire l'électrocardiogramme. Patrick s'affaire. Le monsieur, lui, est frigorifié. On a besoin d'un vêtement chaud pour ce monsieur, s'il vous plaît. Il ne fait que 3 degrés. Vous voulez le numéro du portable? Mais prenez-moi un oral. Merci. Donc on va vous mettre ça dessus. Parce qu'avec les frissons, j'ai pas de tracé. Le froid, ça rend compliqué l'intervention, hein? Oui. Patrick n'arrive pas à obtenir une courbe fiable des battements du cœur de la victime. Sa femme est à ses côtés et le graphique finit par sortir. Ce que Patrick redoutait est en train de se produire. Ce monsieur, il débute un infarctus. Un infarctus doit être pris en charge dès les premières minutes. Sans l'hélicoptère, Patrick n'aurait jamais pu arriver à temps pour tenter de le soigner. C'est dangereux? Oui. Ça peut être mortel. Le malade est immédiatement placé sous perfusion. Ok, tu ouvres? Ah Jean, vous êtes Ah, j'ai hier. J'ai eu un problème. Vous êtes senti fatigué avec cette étude, madame? J'ai froid. Ah ben oui, parce que vous n'est pas entraîné. Remets-lui le blouson dessus. On a trouvé un peu dur. À partir de maintenant, chaque minute compte pour sauver ce randonneur. Visez tout, le moindre truc, concentrez-vous sur la respiration. On conditionne dans la perche. On évacue direct sur Tarbes, on fait le genou après ou comment? Il faut qu'on évacue rapidement ce monsieur sur Tarbes. Ouais, monsieur, vous prenez des forces? Le malade a sans doute une artère bouchée. Le médecin du SAMU prévient immédiatement l'hôpital de Tarbes pour prévoir une intervention. Oui, Eric, c'est Patrick. Ouais. Donc, je suis auprès d'un monsieur de 65 ans qui est là donc, lors d'un effort qui n'est pas habituel pour ce monsieur. Il a développé une douleur coronarienne, sa douleur qu'il reconnaît. Il a un pouls qui est aux alentours de 80 réguliers. Ah bah, sans hélico, c'est... On n'ose même plus l'imaginer maintenant. Un beau temps sans hélico,
Non, non, c'est plus possible. Et dans un cas comme pour ce monsieur, pas d'hélico, c'est une perte de chance importante. Même si la situation est encore critique pour le monsieur, Patrick tente un trait d'humour, histoire de dédramatiser un peu. Je suis satisfait de pouvoir aider ce monsieur. Après, j'avoue que oui, j'aurais été content de manger. Si vous voulez casser une croûte, il n'y a pas de problème, on a ce qu'il faut. On va y aller. L'équipe de secouristes doit encore traverser plusieurs mètres de poudreuse pour parvenir jusqu'à l'hélicoptère. Une marche éprouvante pour tout le monde et surtout pour notre médecin. C'est-à-dire que je suis de façon successive tout terrain et médecin. C'est-à-dire que là j'ai été médecin et puis à nouveau là je suis tout terrain pour rejoindre l'aire de posée de l'hélico. Dans l'hélicoptère, l'état de la victime d'infarctus est stable. 25 minutes plus tard, les sauveteurs arrivent sur la base de Tarbes. Le patient est immédiatement pris en charge par le SAMU. Patrick passe le relais, il peut enfin souffler. Là, vous avez peut-être sauvé ce monsieur? J'espère. Pardon, vous espérez quoi? J'espère, oui, que je l'ai sauvé, ce monsieur. Après, je ne suis pas le seul à participer. Maintenant, ça va être le travail du cardiologue. Hôpital de Tarbes, 3 jours plus tard. La femme du randonneur et ses 2 fils viennent lui rendre visite. Dans sa chambre, l'homme est fatigué, mais il a meilleure mine. Les chirurgiens ont débouché son artère. Je ne pouvais plus, je manquais d'air. Je prenais des respirations le plus profond de moi-même. Le cœur commençait à me faire mal. Quand j'ai vu que ça ne cessait pas, je leur ai dit, faites quelque chose maintenant, parce que c'est pire que l'autre fois, mais c'est exactement les mêmes symptômes, en pire. Et il y avait le docteur qui m'a fait l'électrocardiogramme. Mais il a été super, il a été rapide. Sa femme a cru ne jamais revoir son mari. Je lui tenais la main et à un moment donné, il m'a dit je sens que ce coup-ci, je vais te quitter. Peut-être qu'il n'y avait pas eu d'hélicoptère Ah, je pense que là, il y restait. Oui. Oui. Quand j'ai entendu l'hélicoptère, j'ai craqué un peu, mais j'ai quand même repris espoir. J'ai dit, l'hélicoptère, ça va marcher. Entre les médecins du SAMU des villes ou des campagnes et les urgentistes en montagne, une centaine d'hélicoptères sillonnent le ciel de l'Hexagone, jour et nuit. Grâce à leur intervention, des milliers de personnes sont secourues chaque année. Pour sauver des vies, ces médecins volants sont prêts à tutoyer les sommets. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous très bientôt pour un nouveau numéro d'Appel d'urgence. Très bonne fin de soirée sur TF1. Bonsoir.